Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 16 mars 2022, au sommaire ce soir. C'est l'heure de la répétition générale pour Courchevel et Méribel. Les deux stations savoyardes, sites des mondiaux de ski alpin en 2023, accueillent jusqu'à ce dimanche les finales de la Coupe du Monde. Une question se pose, comment loger tout le public prévu? Élément de réponse dans ce journal. Et puis nous parlerons de la situation préoccupante des EHPAD avec mon invité du soir, Éric Lacoudre, directeur d'établissement. Entre manque de moyens, crise des vocations et scandale Orpea, l'heure est à l'état d'urgence pour le secteur. Je vous disais en titre, Courchevel et Méribel sont en ébullition jusqu'à la fin de la semaine. Les deux stations de Tarentaise sont le théâtre des finales de la Coupe du Monde de ski alpin. Et à un an des mondiaux, cet événement a des allures de répétition générale. Alors, y aura-t-il assez de place pour loger tout le public attendu? Luc Aruche a posé la question aux principaux concernés. Reportage. En février 2023, tous les regards des passionnés de sports d'hiver seront portés sur les stations de Courchevel-Méribel. De la descente au slalom en passant par le super combiné, elles accueilleront durant 2 semaines toutes les manches des championnats du monde de ski alpin. Pour se préparer à un tel événement, les deux stations organisent ainsi jusqu'à dimanche les finales de la Coupe du Monde. L'occasion parfaite pour Courchevel de peaufiner avec tous ses professionnels les derniers réglages avant la grande fête prévue en 2023. On est très exigeant ici à Courchevel sur le travail qui est fourni par l'ensemble des socioprofessionnels pour offrir le meilleur service aux clients. Mais cette Coupe du Monde et ces futurs championnats du monde est aussi la capacité de démontrer que Courchevel, comme on le dit maintenant depuis des mois, est une station sportive orientée autour de tous les skis, avec un club des sports exceptionnel, des équipes d'encadrement sportif exceptionnelles, des pistes extrêmement bien travaillées par les équipes de la S3V. Donc pour nous ici, c'est le ski. Une question reste en suspens. Comment loger les 20 000 spectateurs attendus par jour lors des prochains championnats du monde? À cette interrogation, les villes de Courchevel-Méribel assurent qu'elles auront la capacité nécessaire pour accueillir tout le monde. Reste à savoir si les hôteliers joueront le jeu en offrant des prix attractifs aux spectateurs. Rien n'est moins sûr, mais le maire de Courchevel se dit quant à lui confiant. On a encore un peu de soucis au niveau des logements sur Courchevel, puisque évidemment les hôteliers, après la saison blanche de l'année dernière, et cette année, sans savoir s'ils allaient faire une bonne saison ou comment, sont encore un petit peu réticents sur le fait de donner des chambres. Et puis on a quand même les équipes qui viennent du monde entier, elles veulent être logées à Courchevel. Alors bon, tout ça, ça se règle. Et je pense que de toute façon, on va continuer de motiver tous ces sociopros et ces hébergeurs. Et finalement, tout se passera bien, puisqu'on a de quoi vraiment héberger tout le monde. Pour soulager les deux stations savoyardes, les vacances d'hiver des Parisiens ont été décalées à plus tard. Seuls les vacanciers de la zone A, qui correspondent aux habitants des académies de Lyon et Grenoble, pourront profiter de 2 semaines complètes de la compétition. On vient de le voir, les finales de la Coupe du Monde de ski alpin ont donc débuté ce mercredi à Courchevel et pour ce premier jour, les descentes étaient au rendez-vous. Chez les hommes, c'est l'Autrichien Vincent Kriechmeier qui s'est imposé devant le Suisse Marco Odermatt qui remporte par la même occasion le gros globe de cristal et le Suisse Beat Feuz qui termine 3e. Johan Claret, lui, se classe 17e. Chez les dames, Michaela Schifrin a frappé un très gros coup dans la lutte acharnée pour le gros globe de cristal qui l'oppose à la Slovaque Petra Vlhova. En remportant la descente ce mercredi, l'Américaine prend 156 points d'avance sur sa principale rivale avant les 3 dernières courses de la saison. On reste à Courchevel, mais pour un tout autre sujet. Réputée pour sa clientèle russe, la station suit de près, comme partout en Europe, l'évolution de la situation en Ukraine, frappée par une offensive russe. Et pour cause, le domaine savoyard accueille chaque année environ 7% de touristes russes et ukrainiens. Luc Aruche a pu interroger à ce sujet Gilles Delaruelle, le directeur général de Courchevel Tourisme. On l'écoute. On essaye à Courchevel sur ce sujet tout d'abord d'avoir plus qu'une pensée, d'avoir une forme de solidarité très forte pour ce qui se passe en Ukraine. En ce moment, des gens souffrent en Ukraine de manière significative, des gens vont probablement souffrir aussi en Russie par rapport à l'ensemble des décisions qui sont prises par la communauté internationale. Je crois que ce qui se passe dans nos stations de ski est sans commune mesure face à la souffrance de ces peuples. Ce qui nous attriste particulièrement à Courchevel, c'est que nous avions accueilli durant l'hiver dernier et les années précédentes de la clientèle russe et ukrainienne et que ces populations-là partageaient
des moments de bonheur ici à Courchevel, skier ensemble. Pour un grand nombre d'entre eux étaient des couples mixtes, ukrainiens et russes, qui vivaient ensemble, qui ont des enfants. Cela nous déchire de voir que ce qui se passe en ce moment. Et donc les différents impacts n'ont pas de sens à ce stade. Il vaut mieux essayer de rester humble, de prendre un pas de retrait sur ce sujet et d'espérer au plus profond de nous-mêmes qu'on trouve une solution au plus vite pour que la situation se rétablisse, la paix revienne et qu'on puisse retrouver nos clients dans toutes les stations françaises de ces destinations-là. Et puis toujours concernant cette offensive russe en Ukraine, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 3 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. En Haute-Savoie, la préfecture a trouvé des solutions d'hébergement pour plus de 150 réfugiés dans le département. Il serait autant, d'après les estimations, à avoir trouvé un hébergement sur le concours des autorités. Le flux d'arrivée prend de l'ampleur de jour en jour et à ce stade, le préfet appelle à la structuration des différentes initiatives. En effet, s'il a salué l'élan de solidarité des citoyens, le représentant de l'État dans le département a tenu à rappeler quelques règles pour accueillir au mieux ces populations déplacées. Ces propos sont recueillis par Victoria Lopez. Si on décide d'affréter un bus pour aller chercher des gens, il est indispensable, en amont, de prévenir la préfecture. Il est indispensable de mettre le maire de la commune dans la boucle. État, la préfecture travaille la main dans la main avec les maires que je rencontre au minimum une fois par semaine, tous les lundis, sur ce sujet qui nous préoccupe. Pourquoi est-ce que c'est indispensable? Tout simplement parce que on va chercher des gens qui sont en grande précarité. Il ne s'agit pas de les amener et de les laisser dans une nouvelle forme de précarité qui serait on arrive et on ne sait pas où les loger. Nous prévenir en amont, c'est l'occasion pour nous de dire on a la capacité, on a identifié des lieux d'hébergement pour pouvoir loger ces personnes, pas de souci. Ou bien, à contrario, dans tel secteur, il n'y a pas de place. Par contre, on peut trouver ailleurs dans le département, ou bien dire on n'a plus de place dans le département, ça se remplit vite, hein, ça va se remplir de plus en plus vite. Donc on fera appel à la coordination régionale de l'État, trouvée dans un département voisin, voire à la coordination nationale, puisqu'on est sur un dispositif qui est coordonné aussi au niveau national. Donc c'est tout cela que je voulais souligner en disant ces initiatives, elles sont belles, elles sont humaines, mais tout s'organise. Et j'ajoute que la préfecture recherche activement des traducteurs. Elle lance un appel aux volontaires pour faciliter l'accueil des ressortissants ukrainiens. Toute personne parlant ukrainien ou russe est donc invitée à se signaler au service de l'éducation nationale pour de la traduction en milieu scolaire ou à la préfecture pour aider les démarches de régularisation. J'accueille à présent mon invité du soir, Éric Lacoudre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur d'EHPAD sur le bassin annécien, notamment. J'ai titré cette interview « État d'urgence ». Oui. Vous confirmez ou est-ce que selon vous, les mots que j'ai choisis sont trop forts? Non, les mots sont tout à fait adaptés. C'est une grande difficulté traversée par les EHPAD actuellement. Et on s'enfonce mois après mois et on ne sait pas jusqu'où on va arriver dans ces difficultés. Justement, comment faites-vous aujourd'hui pour faire face aux inquiétudes de vos salariés? Alors aujourd'hui, en fait, j'inverse les choses, c'est plutôt grâce aux salariés qu'on tient le coup. Vous le savez bien, les EHPAD manquent de moyens. Hein, je rappelle que c'est l'État qui finance le personnel soignant dans les EHPAD, comme les hôpitaux, et que ça fait des années qu'on manque de moyens sur ce sujet. Et qu'en plus de ça, aujourd'hui, en Haute-Savoie, on a une pénurie de personnel. Donc on tient le coup. Et il y a des choses formidables qui se font tous les jours dans les EHPAD, il faut le rappeler, par l'engagement de ces professionnels. Mais aujourd'hui, on ne voit pas trop encore comment les choses vont aller en s'améliorant, malheureusement. Très concrètement, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, comment se caractérisent vos difficultés au quotidien dans l'exercice de votre métier? Alors, les difficultés au quotidien, c'est qu'on a une grande opposition entre la qualité qui est attendue par les résidents, les salariés, et puis les familles, et puis les moyens qui nous sont alloués. Je vais vous donner un exemple très clair pour tout le monde. On a estimé qu'une toilette, si on veut accompagner une personne correctement, il faut à peu près 45 minutes pour qu'elle puisse être faite, pas juste la toilette. Le début, on rentre, on accompagne la dame, on l'aide à s'habiller, on l'aide, etc. Et en parallèle de ça, aujourd'hui, en France, un soignant s'occupe de 10 résidents. Donc vous voyez que 10 personnes le matin, 3 heures, 180 minutes, ça fait 18 minutes par résident. Donc pour faire bien, il nous faudrait 45 minutes par résident. Aujourd'hui, on a à peu près en moyenne 18 minutes sur un EHPAD. Et c'est ça qui est un problème aujourd'hui. On ne sait pas comment faire pour pouvoir proposer la qualité attendue par tous, par un manque de moyens, une fois de plus, un manque de personnel auprès des résidents.
Éric Lacoudre, pour couronner le tout, serait-on tenté de dire l'actualité concernant les EHPAD est très lourde en ce moment avec le scandale Orpea qui a été révélé par le livre de Victor Castanet qui s'intitule Les Fossoyeurs. Quelle a été votre réaction lorsque vous en avez entendu parler pour la première fois? Alors, d'abord, il faut absolument rappeler que seuls 25% des EHPAD sont privés commerciaux. 75% sont publics ou associatifs comme nous sommes, et donc il n'y a pas de problème de finance. Après, s'il y a des problèmes de maltraitance et sur tous ces sujets-là, j'allais dire malheureusement, c'est tous les 2-3 ans que ce type de scandale arrive, bien tristement. Donc à un moment donné, il va falloir que l'État se pose les bonnes questions et apporte les bonnes réponses à tout ça. Mais je ne veux pas effectivement derrière ça qu'on fasse une généralité. Les problèmes des groupes privés commerciaux sont là, ils doivent être traités. La majorité des problèmes, 75% des EHPAD, c'est un manque de moyens et c'est là-dessus où il faut s'engager et l'État doit s'engager. Quelles peuvent être justement ces solutions? Alors les solutions, il y en a des solutions immédiates au manque de personnel. La première manière de rendre le personnel dans les EHPAD, c'est d'arrêter l'obligation vaccinale. Cette obligation vaccinale du personnel nous a fait perdre là 2, 3, 4 personnes par EHPAD. Ils n'attendent que ça de pouvoir revenir. On sait bien aujourd'hui que la vaccination, une personne qui est vaccinée ou non vaccinée, c'est pas pour ça qu'elle peut amener le Covid malheureusement. Donc ça, immédiatement, c'est ça. Deuxièmement, c'est travailler au niveau de la Haute-Savoie pour dire comment on peut attirer des gens avec l'aide au logement, avec tout ce type de choses. Et troisièmement, que le nouveau président s'occupe enfin, le nouveau ou celui qui va être élu prochainement, s'occupe de cette loi grand âge que l'on attend depuis des années. Tous les diagnostics sont là, tous les rapports parlementaires sont là. Tout le monde dit qu'il faut rajouter du monde dans les EHPAD, il faut se donner les moyens de le faire. Est-ce que ce livre a eu des impacts sur vos établissements? Alors des impacts non, parce qu'on prend le temps d'expliquer au niveau associatif comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne. Le seul impact, je dirais, c'est qu'à contrario, on a des gens qui ont souhaité venir, qui viennent du privé commercial, qui sont orientés sur nos établissements. Aujourd'hui, on ne sait presque plus comment les accueillir. Ça, c'est l'impact. Mais il ne faut pas, une fois de plus, pas faire d'amalgame. Et chacun a bien compris que c'est un beau métier et il faut effectivement venir voir dans les EHPAD comment ça se passe. Il y a plein de belles choses tous les jours dans les EHPAD de Haute-Savoie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de familles qui sont venues vous voir, nous on veut retirer nos... Ah non, en tout cas sur les établissements que je dirige, non, ce n'est pas le cas. Je le redis, c'est plutôt même l'inverse qui s'est passé. Est-ce que vous avez peur pour le futur de ces métiers ? Très. Aujourd'hui, c'est une vraie inquiétude parce qu'on ne sent pas l'envie. En fait, l'envie est là de tout le monde. Tout le monde veut arranger les choses, mais c'est un problème de moyens. Est-ce qu'on va engager les moyens pour revaloriser ça, mettre plus de gens auprès des résidents, mieux rémunérer le personnel, etc. On n'en sent pas cette volonté, elle est nulle part. Donc j'espère que les gens qui nous entendent vont faire appui sur les politiques, vont faire appui. C'est le peuple français qui collectivement doit décider que maintenant, il faut qu'on s'occupe correctement de nos vieux et qu'on se donne les moyens de le faire. Si ça c'est fait, on ira mieux. Si ça, c'est pas fait, on a encore malheureusement de l'ombre et de galère en perspective. Le gouvernement a annoncé il y a quelques jours un vaste plan de contrôle de qualité des 7500 EHPAD de France. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est trop tard? Alors, non, c'est pas trop tard. Une fois de plus, s'il y a de la maltraitance, il faut qu'il y ait des contrôles. Ça, c'est une évidence. Ensuite, on comprend l'absurdité du système. Comme je vous l'ai dit, la problématique majeure des EHPAD, c'est un manque de moyens parce que l'État ne nous donne pas les moyens. Et ils viennent contrôler les EHPAD qui n'ont pas les moyens de faire correctement leur boulot. C'est d'un cynisme absolu. Donnons les moyens aux EHPAD. Au lieu de nommer 150 personnes dans les ARS, mettons déjà 150 personnes auprès des résidents en proximité immédiate. Renforçons les équipes du terrain. Une dernière question, vous êtes le directeur de l'établissement Le Bosquet de la Mandalase à Sillingy, qui était parti en fumée en août 2020. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à une éventuelle réouverture? Je crois que ça a pris un peu de retard. Ça a pris un peu de retard, elle n'est pas partie en fumée, heureusement, seul le toit était parti en fumée. Si on a un problème avec les assurances, comme bien souvent, les assurances c'est super quand on n'en a pas besoin, donc ça prend plus de temps que prévu, mais là on espère une réouverture sur la fin d'année. Oui. Merci beaucoup Éric Lacoudre, bonne continuation et surtout bon courage pour la suite, il faut s'accrocher. Ouais, merci. Un mot de biathlon avec la retraite de Simon Détieux à la fin de la semaine après la dernière étape de la Coupe du Monde. L'Indinois âgé de 30 ans l'a annoncé ce mardi soir sur les réseaux sociaux. Il explique cette décision par la volonté de faire autre chose après 10 ans sur le circuit mondial. Simon Détieux tire donc sa révérence avec un titre olympique en relais mixte et un titre de vice-champion olympique en relais à Pékin il y a quelques semaines. Il compte également 2 victoires individuelles en Coupe du Monde et un titre mondial. On prend la direction du Chablais pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis en liaison vidéo avec Benoît Cloirec, le directeur des Portes du Soleil. Bonsoir. Bonsoir. La 10e édition du festival Rock the Piste a démarré ce dimanche 13 mars. Comment est-ce que ça se passe pour le moment ? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je reviens tout juste, là je suis encore en habit de ski, je reviens tout juste du concert de 47 Terres qui avait lieu aujourd'hui sur le site de Montrion-les-Lins d'Arrée. Et donc ça se passe plutôt très très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le concept de cet événement, Rock the Piste ? Le concept de Rock the Piste, c'est de faire des concerts directement sur les pistes de ski. C'est-à-dire que habituellement, c'est vrai que les stations font des concerts dans la station.
Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est les faire en altitude. Alors, ça rend les choses un petit peu difficiles techniquement, mais on les fait souvent aux alentours de 1500-1600 mètres d'altitude. Ski au pied. Justement, comment est-ce que le public peut accéder à la scène, au concert? Alors, directement en ski, c'est-à-dire que les gens viennent en ski, en snowboard, par tous les engins qui peuvent être pris sur les installations de remontée mécanique, et ils accèdent avec leur forfait de ski directement au concert, sans forcément acheter d'ailleurs de passe de concert, mais vraiment en achetant un forfait de ski. Vous avez décidé de frapper fort au moment de composer la programmation pour récompenser le public avec une très grosse programmation justement avec des grands noms. Effectivement. On a fait une pause non souhaitée d'ailleurs pendant 2 ans liée à la situation sanitaire. Et c'est vrai qu'on avait à cœur de revenir fort. Et donc du coup, on a fait une programmation qui était à la hauteur de ces attentes-là. Et nous attendons d'ici la fin de la semaine le groupe IAM vendredi sur le terrain de Morzine-Léger et Kungs pour clôturer à Morgin. D'ailleurs, si tout va bien, Victoria Lopez fera un live vendredi midi sur notre page Facebook, un petit peu avant le concert d'IAM. Le festival a lieu, a lieu à l'heure où les dernières restrictions sanitaires ont été levées. C'est une aubaine, c'est une chance également? Exactement, vous avez raison. Alors vous savez, on a été le premier festival de France annulé il y a 2 ans, en 2020. C'était le 5 mars, je m'en souviens très bien. Et là, on est le premier festival finalement à être sans restrictions sanitaires, sans masque et sans passe sanitaire sur le secteur français. Et c'est aussi valable sur le secteur suisse, puisque vous savez que nous, on est donc un territoire, les Portes du Soleil, qui est franco-suisse. Merci beaucoup, Benoît Cloarec. Bonne continuation jusqu'à la fin de ce festival. Je rappelle, Rock the Peace, c'est jusqu'au 19 mars prochain. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paul. Vous avez ensuite rendez-vous avec Panorama. L'émission est inédite cette semaine et elle est consacrée au Pays de Gex et à la station de Montjura. Au programme de ce mercredi, une rencontre avec 2 moniteurs de ski de fond. Pour terminer cette édition, des images qui nous viennent tout droit de Bessan et Bonneval-sur-Arc qui ont accueilli le week-end dernier les amateurs de cascades de glace. Un grand merci à Haute-Savoie, à Haute-Maurienne Vanoise Tourisme. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir ce jeudi pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.